Bonjour à toutes et bonjour à tous. On reçoit aujourd'hui Karine, qui est coach de vie dans le Marmandais, mais qui se spécialise en visio. Voilà, notez bien, la visio, les amis, elle est dispo donc du coup dans toute la France, et ça, c'est un cadeau pour nous tous. Karine, bonjour. Bonjour Émilie. Alors, on te reçoit aujourd'hui pour que tu nous présentes un peu ton activité, que tu nous fasses découvrir un petit peu le design humain, parce qu'il me semble que c'est ton cheval de bataille, et que tu nous parles de ton activité de coach de vie. Je suis coach de vie, effectivement, et avant d'être coach de vie, j'ai eu une carrière dans l'éducation spécialisée, puisque j'étais éducatrice spécialisée, et puis après chef de service, et tout ça pendant plus de 20 ans. Ok, alors du coup, aujourd'hui, on va parler du burn-out, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui te tient à cœur, et que c'est entre autres pour ça que tu as changé de carrière et que tu t'es totalement reconvertie. Alors, entre autres, oui, le burn-out et surtout une période de harcèlement moral au travail. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris la décision de quitter le salariat pour venir dans l'entrepreneuriat. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur ton parcours avant de te reconvertir, histoire qu'on comprenne bien les enjeux et pourquoi tu t'es orientée vers le coaching de vie? Ok, alors moi, depuis toute petite, je veux être dans des métiers de l'accompagnement, puisque petite, je rêvais d'être institutrice ou professeure. Et puis, après, c'est le métier d'éducatrice qui m'est apparu comme le métier qui me faisait vraiment vibrer, parce que c'est un métier de vocation, vraiment accompagner les autres, c'est mon dada. Donc c'est un métier que j'ai exercé pendant 14 ans dans la protection de l'enfance avec des enfants de 0 à 21 ans. Oui. J'ai adoré faire ce métier, vraiment, c'était top, quoi. Et puis après, j'ai repris mes études et pour devenir chef de service, parce qu'en fait, je rêvais de créer le service où j'aurais voulu travailler quand j'étais éducatrice spécialisée. Et donc, j'ai fondé et dirigé un service de soutien à la parentalité pendant 10 ans. Ah, c'est top ça. Et c'était génial, une aventure exceptionnelle, trop géniale. Donc, je dirigeais ce service de soutien à la parentalité, un service de placement familial, donc chez des assistantes familiales, donc des familles d'accueil. Ok, Et puis un service d'accueil d'urgence aussi pour les enfants qui arrivaient en urgence. d'accord. Donc du coup, tu étais vraiment à l'origine de tout ce projet-là Ouais. et tu as quand même été entre guillemets contrainte de partir à cause d'un harcèlement, quoi. Ouais. Alors en fait, pendant plus de 20 ans, c'était vraiment une institution où j'étais super bien, vraiment où je me suis accomplie, où j'ai grandi, où j'ai appris beaucoup de choses. Et puis les 3 dernières années, ça a commencé par un burn-out, puisque ma directrice est partie elle-même pour burn-out. Et donc Oui. pendant 9 mois, elle n'a pas été remplacée. Et donc moi-même, c'est moi qui ai suivi D'accord, ouais. juste après. Après, il y a eu un changement de direction, puisqu'elle est partie suite à ce burn-out. Et c'est ce changement de direction qui a fait que j'ai vécu du harcèlement moral au travail et que il a fallu que je me détermine à partir et à me sauver, surtout parce Oui. que après un burn-out, déjà, c'était pas évident. J'y suis revenue. Mais après, c'était ma santé qui en prenait un coup, et puis un état dépressif, vraiment tout le panel de l'état dépressif. Mais aujourd'hui, j'en fais une énorme force parce que j'ai compris tout ce qui s'était joué, tout ce qui s'était passé, quelle était ma part aussi de responsabilité là-dedans, pourquoi je suis pas partie, pourquoi je suis restée, parce que c'était dur de quitter un boulot passion où on a donné ses tripes pendant plus de 20 ans, et donc j'arrivais pas à quitter, donc je me suis fait du mal en restant. Oui. Et aujourd'hui, j'aime accompagner les femmes qui vivent ce même genre de situation, du harcèlement, pas que au travail, aussi de l'emprise dans des relations amicales, dans des relations amoureuses, du burn-out. Ça peut être un moment de vie très compliqué, une maladie d'un proche, une maladie de soi-même. Ça peut être un moment où j'accompagne des personnes qui montent leur entreprise, c'est-à-dire les accompagner à garder le mindset, Ok, à ouais. garder la confiance. Et tout à l'heure, tu parlais de design humain, et ça, c'est mon dada, puisque j'ai mis les pieds dans la marmite design humain il y a 1 an et demi, et que je me suis formée. Et en fait, j'ai commencé à mettre la main, et puis c'est tout le bras entier qui s'y est mis, parce que c'est un formidable outil de connaissance de soi. Oui. Et j'aime accompagner. Dans tous mes accompagnements, il y a du design humain. Que j'en parle ou pas à la personne, je D'accord. demande la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Ça me donne une carte de la personne avec tous ses chakras, plus 2, parce qu'il y a des chakras qui sont divisés dans le design humain. Alors c'est un outil spirituel à la base,
Mais pour moi, c'est un outil hyper pratico-pratique. Moi, Ouais. j'aime le pratico-pratique. Tout ce qui me connaissent, ils savent que mon dada, c'est le pratico-pratique. Et moi, mes clientes, avec moi, c'est du pratico-pratique. Et alors, du coup, il y a personne qui entre guillemets, tu sais, des personnes qui sont un petit peu moins dans cette dimension spirituelle, qui sont très terre à terre, très cartésiennes, Ah oui. ça leur pose pas de soucis Mais non, et alors- finalement, peut-être que ça leur fait changer d'avis en fait là-dessus. Écoute, moi, à la base, je suis hyper cartésienne. Je suis quelqu'un qui D'accord. croit que ce que je vois. Ah ouais. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai retrouvé mon grand-père que je connaissais pas, qui était radiesthésiste. Moi, dans ma famille, il n'y avait personne qui était dans la spiritualité ou dans ces métiers-là. Et ce grand-père que je retrouve, c'est lui qui va m'ouvrir à ça et qui va me dire que je peux soigner, que je peux guérir, que je peux apaiser les gens parce que j'ai du magnétisme. Donc du coup, au départ, moi, j'y crois pas du tout. Et il me dit, mais entraîne-toi. Bon, je dis, comment je fais? Donc il me donne des 2-3 trucs à savoir pour magnétiser. Et donc je commence à enlever les verrues. Et puis au début, j'y crois pas du tout. Et puis les gens, ils reviennent vers moi, les verrues sont parties. Donc oui, au bout d'un moment, je suis bien obligée de constater que c'est vrai. Elles partent, ces verrues. Parfois des énormes verrues. Et puis après, j'ai dit, je vais essayer d'enlever le feu. Mon petit-neveu s'était brûlé avec un pétard. Et c'était vraiment beaucoup brûlé. Et donc, j'ai dit, je vais essayer. Et puis, j'ai dit à toute la famille, on va faire des tests pour voir si c'est pas psychologique. Donc, tout le monde a mis sa main. Et en fait, mon neveu, il me dit, non, moi, je t'amène avec moi, Tati. Parce que je lui ai enlevé vraiment le feu. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai enlevé le feu, puis après c'était des douleurs. Puis après je me suis formée aux soins énergétiques parce que c'est aussi les maux psychiques. Je ressens la colère, je ressens les maux dans le corps. Je les ressens dans mon corps. Ça me vient sous forme de mots, d'intuition, parce que je suis très intuitive. Comme je le disais tout à l'heure, cet épisode de burn-out et de harcèlement m'a permis de me connecter, de me reconnecter à mon intuition parce que la première fois où j'ai rencontré cette personne qui était manipulatrice, mais je savais. Sauf que je ne me suis pas fait confiance. Je me suis dit à l'époque, non mais c'est bon, tu vas pas avoir des pervers narcissiques partout, c'est bon, fais-lui confiance. Et donc en fait, j'ai appris à me faire confiance. Le design humain en a remis une couche derrière, c'est-à-dire d'assumer qui on est. Parce que le design humain, il y a 5 types, 5 grands types dans le design humain. Et avec ces types, il y a aussi plein d'autres choses. Dans le design humain, on ne peut pas résumer ça en 5 minutes. Mais ça va donner vraiment le mode de fonctionnement optimal pour la personne. Moi, je suis projecteur, il n'y a que 20% de la population qui est projecteur. Et moi, je dois attendre l'invitation. Donc, mais combien de fois dans ma vie, je me suis... Moi, je suis hyper entreprenante. Quand je veux quelque chose, j'y vais, etc. En fait, le projecteur, il doit être désiré. Le projecteur, dans le design humain, c'est le guide, le visionnaire. D'accord. Donc, le visionnaire, il fait pas toujours... il dit pas toujours les choses que les gens veulent entendre. Donc ce que j'ai appris, c'est que je devais le dire qu'aux gens qui viennent me voir. D'accord, ok. Donc coach de vie, c'est parfait. Mais c'est ça en fait. Les gens viennent me voir pour ça. Ok, finalement tu as trouvé ta vocation, quoi, on va dire. Ouais. Voilà, ok. Alors du coup, avec tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu peux nous dire déjà depuis quand tu fais ça? Parce que souvent les gens aiment bien savoir depuis quand, qu'on ait un petit peu de pratique, on va dire. Ça, c'est quelque chose qui rassure aussi. Et donc, au-delà des femmes, ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que tu accompagnes les enfants peut-être? Est-ce que tu accompagnes des entreprises? Le public que tu vises le plus souvent, on va dire. Alors, donc, il y a plusieurs questions. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis installée comme coach de vie, magnétiseuse, énergéticienne. Mais c'est beaucoup le coaching de vie pour lequel je suis sollicitée. 2 ans de pratique où je kiffe ce nouveau métier parce que c'est toujours de l'accompagnement et j'aime accompagner les gens. J'ai cette capacité à voir chez l'autre ses potentiels, ses compétences et à l'amener si la personne me fait confiance et qu'elle va jusqu'au bout du processus, parce qu'il y a des personnes qui viennent, elles pensent que c'est magique, qu'en une séance ou 2 séances, tout va se régler. On ne règle pas les problèmes d'une vie à une ou 2 séances. Donc c'est pour ça que j'ai créé des offres d'accompagnement qui vont sortir très prochainement. Okay. Donc il va y avoir 4 offres d'accompagnement, donc 3 sur 3 mois, donc 3 x 3, 9 mois. Et après, il y aura une grande offre d'accompagnement sur 1 année. D'accord. Parce que pour vraiment changer, il faut du temps et il me faut 1 an. Vraiment, il me faut 1 an pour amener la personne à cheminer vraiment avec ses problématiques, avec vraiment des gros problèmes. Oui, parce que c'est complet.
Et ben, il me faut 1 année pour cheminer avec la personne et pour vraiment changer, évoluer et être dans son plein potentiel. D'accord. Donc ça, c'est ta première question, depuis combien de temps? Voilà. Donc, et j'ai évolué avec le design humain, parce qu'au début, je n'étais pas formée, et après, je me suis formée, et maintenant, bon, voilà, j'adore mettre du design humain partout. Donc, j'accompagne en individuel. Ouais. Au début, ce n'était que des femmes. Et puis en fait, les maris, ils voyaient leurs femmes qui allaient super mieux ou qui évoluaient. Donc j'ai eu les maris qui sont arrivés. Donc j'ai des hommes qui viennent me trouver. Après, j'ai les enfants des couples qui viennent aussi. Tu fais des offres famille ou pas du coup? Oui, je fais des tarifs pour les enfants et pour les familles. Et après, on m'a sollicité, comme je suis projecteur, je te l'ai dit tout à l'heure, je fais par invitation. Il y a un premier couple qui m'a demandé, mais tu ne voudrais pas faire de la médiation avec nous? Et j'ai dit, oui, on y va. Et j'ai adoré. Donc on a fait de la médiation conjugale, j'adore ça. Ah, c'est top ça. Et en fait, depuis, on vient me chercher aussi pour de la médiation conjugale. Parce que vraiment, il y a plein de couples qui pourraient rester ensemble. Parce qu'il y a des choses tout à fait basiques et tout à fait simples de communication, de point de vue, de façon de voir. Les hommes et les femmes, on est différents. Oui. Et c'est juste de comprendre qu'on est différent et de se le dire. Et vraiment, il y a des axes très simples à faire. Et donc, ça fera partie de mes offres. Il y aura une offre sur la parentalité et le couple. Ok. Donc, je te disais, des accompagnements individuels, des accompagnements de couple, des enfants aussi. Je peux avoir des enfants qui n'arrivent pas à dormir, qui font des cauchemars, des enfants qui n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Voilà. Donc, j'ai des outils, j'ai des cartes besoins, des cartes valeurs. Voilà, j'utilise des supports un peu pédagogiques, ludiques. Je fais des tableaux d'intention aussi en individuel, en atelier, mais en individuel aussi, arbre de vie. Donc j'ai plein d'outils, voilà. Comme Mary Poppins. C'est un couteau suisse en fait. Voilà. Donc des accompagnements individuels, conjugal, couple. Conjugal, couple, c'est la même chose. Enfant. Après, je fais des stages. Donc j'en ai fait 2 avec Alexandra Labattu, qui est mon ancienne collègue et qui est doula. Et on a organisé déjà 2 stages de 3 jours. C'est vraiment pour moi, c'est comme du coaching intensif. C'est-à-dire sur 3 jours, on aborde la problématique des besoins. Jusqu'à présent, on a fait des stages sur cette thématique-là. Écouter ses besoins. Et vraiment, c'est des transformations, quoi. C'est que pour les femmes, là, par contre. Oui. On se retrouve en petit groupe, dans un gîte, dans le Lot-et-Garonne. Et pendant 3 jours, on est ensemble. Et nous, on élabore tout un programme évolutif sur le week-end et elles ressortent vraiment avec des billes vraiment précises. Je leur parle de leur design humain à chacune. Voilà, donc ça c'est tout un programme et on en refera un, j'espère, en 2025. Ok. Mais voilà, je communiquerai sur les réseaux sociaux. Oui, parce que toi tu communiques beaucoup sur les réseaux ces derniers temps. T'es à fond et on te voit partout en fait. Vraiment, moi, mon feed il est inondé de Karine tout le temps. Et du coup, c'est vrai que je vois que ça prend de l'ampleur en plus et que ça parle aux gens en fait. Notamment, j'ai vu ta publication la dernière fois sur ce qui faisait fonctionner le couple. Oui. Voilà, où tu disais après 32 ans, il me semble, de vie de couple. Et j'ai vu que cette publication, elle avait quand même bien marché. Oui, alors les gens, ils aiment bien qu'on parle de nous, qu'on parle de soi. Et moi, ça fait 32 ans que je suis en couple. Et c'est tout un cheminement, parce que j'avais 17 ans. Oui. Donc, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Et donc, j'accompagne les gens avec mon expérience de 32 ans de couple. Comment on arrive à passer 32 ans de couple? C'est des hauts et des bas, mais à évoluer ensemble surtout, parce que c'est une évolution, on grandit dans un couple. Oui. Donc j'aime bien accompagner, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'aime bien mettre de moi aussi, de mon expérience, de tout ce que j'ai compris de la vie, mon expérience, mes formations d'éduc, en management, voilà, quand on est manager, on coach. Mes collaborateurs, voilà, je les avais dans mon bureau régulièrement pour leurs problèmes personnels, parce que ça transparaît dans le... Ah oui, de toute façon, on dit toujours qu'il faut dissocier les deux, mais clairement, on ne peut pas. C'est pas possible de... Surtout dans le monde de l'éducation spécialisée. On arrive... Bien sûr qu'on doit mettre quand on franchit la porte de l'institution, on doit mettre sa vie privée de côté, mais c'est un métier humain. Et on est humain avant tout, et dans l'accompagnement aussi. La personne qui accompagne, la coach, elle doit aussi elle-même prendre soin d'elle, de son énergie, de ça, c'est évident.
si elle est mal, voilà, Non, pas ça pour fonctionne accompagner les gens. C'est sûr que de toute façon, c'est ce que je dis toujours, les thérapeutes doivent toujours être passés par des introspections, des phases de thérapie, des phases de formation, parce qu'on ne peut pas être, je pense, un bon thérapeute, un bon praticien, si on n'a pas fait cette démarche-là en conscience et si nous-mêmes, on se traîne tout un tas de casseroles, voilà, c'est pas possible. Oui. Quoi. Non, j'ai un long parcours derrière moi Alors, pas de thérapie à proprement parler, je suis jamais allée voir de psychologue vraiment, mais je suis allée voir des somato-psychopédagogues, toujours en lien corps-esprit. Coach, j'ai fait plein de formations dans ma vie et beaucoup de travail personnel pour comprendre parce que on a nos casseroles, on a nos traumas, on a nos peurs, on a nos croyances limitantes et y travailler dessus c'est vachement important, surtout parce que avec nos clients, parce que c'est pas nos patients, on n'est pas des psychologues, il faut faire attention au transfert. Donc voilà, ça peut faire écho à notre propre vie. Donc c'est important d'avoir à côté des personnes avec qui pouvoir parler, pouvoir débriefer, etc. Et donc, pour finir de tout à l'heure, parce qu'on a digressé, donc je fais aussi des ateliers. Donc là, en janvier, c'est qu'en janvier que je fais des tableaux intuition et intention pour l'année où les personnes, je vais les accompagner à créer leur tableau d'intention en visio et en présentiel. Il y en a 2 en janvier. Qu'est-ce que je fais comme atelier? Donc je fais des cercles aussi de transformation, ça c'est tous les 2 mois en présentiel. Et donc en 2025, il y en aura aussi en visio. Parce que je développe ça aussi. Et puis après, au gré de mon invention, voilà, les réseaux sociaux, j'aime parce que c'est hyper créatif. Moi, j'aime créer, j'aime faire des trucs avec des couleurs. Oui, ça se voit, oui. Moi, j'aime les couleurs. Et j'aime transmettre. En fait, le réseau social, pour moi, c'est un moyen de transmettre qui je suis et ce que j'ai envie d'apporter aux gens. Parce que pour moi, c'est le plus important, c'est la transmission. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de mes rêves petites, instit, prof, tu vois, après éduc. Ouais, on est toujours dans ce domaine. Je suis toujours dans l'accompagnement, la transmission. Et aujourd'hui, j'aime transmettre à mes clients et à mes clientes mon expérience, voilà, toutes les formations que j'ai faites, tous les livres que j'ai lus, voilà, leur faire bénéficier de ça. Ok. Bon, je pense que c'est une bonne introduction. On a fait une bonne introduction. On a balayé déjà pas mal de thématiques. Et du coup, on va se pencher donc aujourd'hui un peu plus sur le burn-out. Parce que je pense que c'est depuis surtout le premier confinement, le Covid, toute cette phase-là, on a quand même une recrudescence de pathologies mentales, on va dire. Et le burn-out, c'est quelque chose qui se retrouve de plus en plus au sein de, je dirais pas toutes les entreprises, mais quasiment. On a quand même une proportion de salariés qui sont mal dans leur peau. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant parce qu'en plus, toi, tu as l'expérience du burn-out, donc tu parles de ce que tu connais, pas seulement de ce que tu peux accompagner. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Et puis, parce que j'ai été victime d'un burn-out moi aussi. Donc du coup, le burn-out professionnel, ça te parle, ça me parle. Donc je pense que c'est une thématique qui colle bien. Donc dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on définisse pour toi ce que c'est que le burn-out, tout ce qui est de l'ordre du symptôme, et les similitudes qu'on peut retrouver par exemple avec la dépression, parce que parfois c'est un peu compliqué de faire le distinguo entre les deux, et parfois la dépression est postérieure au burn-out, enfin, voilà, c'est un état qui est induit, voilà, c'est un petit peu flou tout ça, mais pour que les auditeurs comprennent un peu mieux ce que c'est que le burn-out en lui-même, quoi. C'est pas du tout pareil, burn-out et dépression, du tout. Le burn-out, il y a le mot burn, donc c'est la brûlure. Donc en fait, burn-out, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental lié à un stress chronique. C'est un stress énorme. Donc ça arrive souvent, donc je dirais même quasiment tout le temps, à des personnes qui sont très investies. C'est des personnes qui aiment leur métier et qui aiment avoir du sens. Le burn-out, ça vient quand on est en perte de sens. Moi, pour l'avoir vécu, c'était vraiment, moi le métier, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est le sens, la vocation, etc. Je me retrouvais dans un métier où il n'y avait plus le même sens, où je devais, quand on a du boulot par-dessus la tête, on perd ce sens, on perd ces repères. Les signes du burn-out, bon, déjà ça commence par les cauchemars, les ruminations,
plein de signes physiques. Moi, ça a été perte de cheveux, alors que je ne perdais pas mes cheveux. Ça a été douleur dans le dos. Alors ça, les douleurs dans le dos ou dans le ventre, le dos bloqué, les cervicales bloquées, ça, c'est des trucs typiques. Ça peut être des diarrhées, ça peut être des constipations. Le corps, il parle. Avant que le burn-out arrive, le corps, il donne plein de signes qu'on n'écoute pas. Non. Donc on poussait, moi j'allais au boulot complètement bloquée, j'allais au boulot en n'ayant pas dormi de la nuit parce que ça avait cauchemardé toute la nuit, où je voyais mes dossiers partout, parce que j'en avais partout sur mon bureau et que je ne savais plus par où commencer. Un des signes alarmants vraiment du burn-out, c'est quand on est dans son bureau, face à son, moi je me rappelle ce moment-là, on est dans son bureau avec tous les dossiers partout et en fait on ne sait plus. Oui. Ce moment où... le sentiment d'être perdu, quoi. Perdu, et c'est-à-dire noyer. ne plus savoir qu'est-ce que je vais faire là. Ça dure quelques secondes. Moi, ça l'a fait 2 fois. Je m'étais promis, à la 3e fois, tu t'arrêtes. Bon, mais il n'y a pas eu de 3e fois, parce qu'après, ça a été le burn-out. Mais je les connaissais, les signes, puisque j'avais vu ma directrice les avoir. Et avoir ce signe. Vraiment, ça, c'est alarmant. Là... vraiment ne pas écouter le corps, moi ça m'a quand même déclenché une maladie auto-immune, que j'aurais à vie de ne pas avoir écouté. Donc c'est venu à la suite d'un choc émotionnel, parce que j'étais malmenée quand même sur mon lieu de travail. On est parfois très malmené sur nos lieux de travail, mais comme on adore notre métier, comme on met énormément de sens dans ce qu'on fait, on continue, parce que si on n'est plus là, qui va le faire? C'est ça. Et c'est ça le burn-out. C'est on le fait parce que qui va le faire? Et en fait, vraiment, pour moi, le conseil, c'est d'apprendre à lâcher. Et vraiment, c'est pour ça aussi que je fais ce métier maintenant. C'est pour accompagner les femmes à apprendre à lâcher. Apprendre à lâcher sur le côté indispensable. On n'est pas indispensable. Non. Demain, on n'est plus là. Moi, l'institution, je ne suis plus là. Mais elle tourne encore. Elle tourne encore. C'est ça. Ok, c'est complètement naze qui s'y passe. Mais elle tourne encore. Oui. Même si ça se passe très très mal, elle tourne encore. Karine Panchéry, là-dedans, ça a été une goutte d'eau, ok? Mais sauf que moi, c'est moi qui suis malade à vie. Parce que avant que le burn-out arrive, c'est comme si on était sur l'accélérateur tout le temps. Oui. Voilà. Dans le corps, on a le système sympathique et parasympathique. Ils doivent se réguler. Quand on est avant le burn-out, on est dans l'accélération tout le temps. On est dans du stress chronique. On est dans de la fabrication de cortisol à donf. Et le cortisol à grande dose, il fait un dégât de dingue. Il nous enlève tous nos micronutriments, il nous enlève nos vitamines. On est en manque, en déficit de tout. Donc c'est pourquoi on a les cheveux qui tombent, etc. La peau qui n'est pas belle, etc. On les a tous, les signes. Le dos qui se bloque parce que je suis énergéticienne aussi, donc je sais tout ce que le corps peut exprimer. Et qu'on n'écoute pas et qu'on a à vie après, parce que le stress après, le cortisol, quand il a été à fond comme ça, surtout moi dans les métiers de management, donc c'était 10 ans de management derrière avec du stress. Et puis 10 ans c'est long quand même. C'est long et c'est un niveau de stress quand même énorme pendant 10 ans, plus ces 3 dernières années très 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 fortes en stress. Et il faut des années pour arriver à re-réguler. Moi j'ai pris 20 kilos dans cette période-là, et là j'essaye de les perdre, c'est hyper dur. C'est par 100 grammes, c'est les 20 kilos, il faudra peut-être 4 ans pour les reperdre, mais donc voilà, le burn-out, c'est... Alors on a une association à Sainte-Bazeille qui s'appelle les Burnettes, pardon. Ah, c'est ça, les Burnettes, d'accord. Qui est tenue par Nadia Catala, que j'embrasse. Et moi, je ne connaissais pas, elle n'y était pas, cette association sur Marmande, quand moi j'étais en burn-out. Autrement, voilà, elle tient des permanences, il y a des ateliers. Donc, les femmes, elles adhèrent à l'association et elles peuvent venir participer à des ateliers, venir parler, déjà ne plus rester seules, quoi. Ah, c'est bien ça. Donc, ça, c'est top. Donc, ça, c'est chouette. Donc, voilà. Okay. Attention aussi à l'isolement. Quand on est en burn-out, on a tendance à se mettre dans sa bulle et à se dire que personne ne peut nous comprendre. Oui, on a du boulot, les gens ils nous le disent autour, notre entourage, tu bosses trop, ils nous le disent. On n'écoute pas. Voilà, attention à ça, les problèmes de santé, de bien les écouter
et d'aller et de venir voir un professionnel. Voilà, venez me voir. C'est ça. Venez me voir, faire des ateliers de respiration, venir comprendre pourquoi vous avez besoin de mettre autant de sens là, et on peut le mettre aussi à d'autres endroits. Pourquoi vous avez l'impression d'être indispensable? Parce que ça vient de l'enfance, ça c'est des constructions depuis toute petite. Moi, personnellement, je me suis construite parce que ça c'est des trucs tout à fait naturels. On prend des places dans les familles. Et moi, ma place, c'était aider. Oui, c'est ça. Donc après, voilà, j'aime les métiers d'accompagnement. Maintenant, j'accompagne pas de la même manière. Je me sens pas indispensable. Voilà, je le fais par altruisme. Mais voilà, si une personne, elle s'éloigne, elle s'éloigne. Moi, je vais pas aller courir après les gens. S'ils veulent le travailler, on le travaille. Donc, c'est poser des limites, apprendre à connaître ses besoins, prendre le temps de se recentrer. Parce que quand on est dans cette course-là qui arrive au burn-out, on prend plus de temps pour soi. Donc c'est arriver à prendre un recul, faire 5 minutes de respiration. Il y a vraiment des techniques très simples que j'utilise maintenant encore, hein, parce que je suis entrepreneuse, donc tu sais du ça. Stress, il y en a, oui, forcément. On a aussi du stress, on a un naturel aussi qui revient. Donc il faut se connaître et de demander à l'aide, voilà, de ne pas rester seul. Ça, c'est hyper important. Ouais, je pense que c'est ça aussi qui nous fait défaut. C'est très culturel aussi. Alors, dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais c'est vrai qu'en France, on a une espèce de culture du travail déjà. Et puis, dire que ça ne va pas. Alors maintenant, ça va quand même mieux. On a plus tendance à le dire. Mais il fut un temps où dire que ça n'allait pas, qu'on se sentait pas bien, que ce soit dans X ou Y situation, c'est quelque chose qu'on faisait peu. Et on n'est pas... Alors, maintenant, c'est toujours pareil, hein. Les nouvelles générations, c'est peut-être moins prononcé, mais en tout cas, on n'était pas tellement éduqués dans cette optique-là, à dire les choses, à parler de nos émotions, de nos besoins. Nos parents, nos grands-parents n'étaient pas du tout dans cette optique-là. Et donc, du coup, on est là dans une phase de transition, je dirais, et pour le mieux, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes à l'âge adulte qui se retrouvent dans des états à pas comprendre, en fait. Et au final, si on inculquait ça aux enfants, à faire plus attention à leurs signes physiques et puis à leurs émotions, je pense que voilà, on aurait quelque chose quand même d'un peu plus fluide à l'âge adulte. Mais en tous les cas, là, on a quand même une population qui est majoritairement pas très bien, quoi. Et on le Après, voit. ce sont des générations. Les C'est générations de jeunes qui arrivent maintenant, le travail, c'est plus toute leur vie. Non. Eux, le travail, c'est un moyen de faire du loisir à côté. Ils vont être moins soumis à faire des burn-out, la nouvelle génération. Les burn-out, il y en a beaucoup dans ma génération à moi. Donc, moi, je vais avoir 50 ans. Où le travail, c'était un lieu d'accomplissement, le lieu de sens. C'est pour ça qu'on est beaucoup en burn-out. La personne qui en a, où le boulot c'est alimentaire, elle vient, elle fait ses heures, elle s'en va, elle n'est pas en burn-out. Non, ces gens-là, généralement, ils sont très calmes. En fait, le burn-out, ça vient à des gens qui surinvestissent le lieu de travail. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était ma vocation. Sauf que il faut arriver à trouver un équilibre entre vie pro et vie perso. C'est hyper important d'apprendre à dire non, parce que avant qu'il y ait le burn-out, on nous a surchargé de travail. Et à un moment donné, on peut dire non, on peut dire stop, on peut dire quelle est ma fiche de poste, parce que souvent, il n'y a pas de fiche de poste. On peut aller voir son CSE, on peut aller voir le médecin du travail, on peut aller voir l'inspection du travail. On a plein de leviers à utiliser que les gens ne connaissent pas. On a les associations, comme je dis, les burn-out, on a des coachs comme moi, on a plein de possibilités. Donc ne restez pas seul si vous sentez qu'il y a un épuisement, vraiment. Parce qu'on ne comprend pas tout en plus. Moi, c'est facile maintenant de le dire 4 ans après, parce que quand on y est, on ne comprend pas tout. Et il y a vraiment ce truc de poser des limites. Oui, vraiment, parce que c'est pas parce qu'on est salarié qu'on est corvéable à merci et qu'on ne peut pas dire non. Et moi, j'ai pas assez dit non. Parce que moi, j'étais dans la protection de l'enfance et que c'est pas des boîtes de conserve que je gardais. Oui. Donc la responsabilité, elle revenait toujours au cadre. C'est-à-dire que s'il y avait un enfant sans solution, le soir, il ne pouvait pas être sans solution, il ne pouvait pas être là dans la rue. Donc ça revenait toujours au cadre de trouver la solution. Et dans une protection de l'enfance qui va de plus en plus mal,
eh bien, les familles d'accueil ne veulent plus de tel enfant parce qu'il est trop difficile, tel lieu de vie ne veut plus, les éducateurs ne veulent plus, et parfois c'était hyper compliqué. Donc, d'où le stress très très haut. Donc, à un moment donné, se mettre en arrêt maladie aussi. On a la chance d'avoir, on est dans un pays où on a la chance d'avoir un système de santé qui nous protège. Et souvent, les personnes que j'accompagne, elles ne veulent pas se mettre en arrêt maladie. Elles culpabilisent d'être en arrêt maladie. Ah oui, moi je vois beaucoup les femmes culpabiliser, dire je ne devrais pas être en arrêt maladie, j'aurais pas dû m'effondrer, vraiment apporter cette culpabilité. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille d'enlever ça. Et voilà, revenir au corps. Ça, c'est hyper important. Ouais, c'est fou la pression qu'on arrive à se mettre quand même pour... Alors, il y a certains travails, entre guillemets, comme tu dis, les travaux alimentaires, voilà, on a moins de pression. Mais par contre, il y a quand même des boulots, typiquement dans la protection de l'enfance. Moi, je ne m'imagine pas travailler dans un truc pareil parce que je sais que je ne pourrais pas prendre suffisamment de recul. Et je pense que c'est quand même difficile de rentrer chez soi le soir après une journée de boulot en sachant qu'il y a toujours des enfants et il y aura toujours des enfants qui seront dans des situations hyper compliquées. Et de devoir vraiment faire la part des choses et dire ok, ça c'est mon boulot, c'est pas moi, ça ne me définit pas et c'est pas de ma faute si il se passe telle ou telle chose dans leur vie, quoi. Et ça doit être assez compliqué d'avoir ce recul là. Je pense qu'à terme, tu sais, ça impacte beaucoup quand même, non? C'est pour ça que j'ai voulu créer ce service d'accueil séquentiel où on faisait de la prévention, parce que moi j'avais compris très tôt que le placement c'était l'ultime bout du bout du bout, sauf que en France, on pourrait vraiment beaucoup plus faire de la prévention et beaucoup plus anticiper qu'il n'y ait pas de placement. Mais ça, c'est des politiques qu'on a abandonnées depuis longtemps, il y a très longtemps, qu'avant on faisait de la prévention. Et s'il y avait plus de prévention, il y aurait moins d'enfants placés et il y aurait moins de violence, parce qu'aujourd'hui, dans la société, se retrouve toute cette population d'enfants qui a grandi, qui est devenue adulte, qui va aller dans la délinquance, qui va aller dans la maladie psychique, qui n'ont pas été entourés par des éducateurs, parce que maintenant les éducateurs, on n'en trouve plus assez, parce que les éducateurs arrêtent de se former. Moi-même maintenant, alors que c'est ma vocation, c'est mon métier passion, je ne le conseille même plus, parce que c'est hyper dur, on est dans un système où c'est tellement dur, parce que les personnes qui gèrent ces établissements ne sont pas forcément des personnes qui viennent par altruisme, elles viennent pour d'autres choses. Donc, bon, je ne veux pas être pessimiste, et je suis très optimiste, et je me dis que c'est un passage, peut-être que c'est un moment de crise pour créer d'autres choses. Après, arriver à faire la part des choses, c'est comme dans mon métier maintenant. Moi, j'ai des femmes qui viennent me voir, qui ont vécu de l'inceste, des viols, des choses très très difficiles. Notre métier, c'est pas de s'effondrer quand on nous raconte. Notre métier, c'est justement d'avoir cette posture où moi, on peut tout me raconter. On peut tout me dire, je ne vais pas m'effondrer, je suis un pilier à côté de ces personnes-là. Parce que j'ai été éducatrice, parce que j'ai vu tellement de choses, tellement de misère, tellement de misère sociale, tellement de violence aussi sur certains enfants. Mais c'est pas la majorité. En étant éducatrice, c'est pas la violence sexuelle ou la violence tout court. Ça fait du bien de l'entendre quand même. Non. Ce que j'ai le plus vu, c'est des parents qui savent plus quoi faire. C'est des parents qui ont été trop permissifs, qui n'ont pas été assez cadrants et qui à un moment donné sont complètement dépassés. C'est des parents qui sont face à la maladie mentale, psychique de leur enfant, avec de l'autisme, avec des psychoses, etc., qui ne savent plus quoi faire, comment gérer. C'est des parents qui sont dans des misères sociales, qui ont très peu de moyens, qui n'ont pas les ressources. Et c'est ça la majorité des familles que j'ai rencontrées. Donc, qui ont du potentiel, qui ont des compétences. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré accompagner ces familles à faire confiance à leurs compétences. Ouais, il y avait des défaillances, mais on pouvait les accompagner sur leurs compétences. C'est ce que je fais encore maintenant. C'est ça, finalement, tu as changé un petit peu de public, mais globalement, c'est la même chose. Ouais. Et donc, c'est rigolo quand on m'amène des enfants, ça me rappelle mes anciens boulots. Et j'ame ça. Oui, je pense qu'il faut aimer ça pour arriver à faire des métiers comme ça. De toute façon, si on n'aime pas ça, globalement, on n'a pas trop de chances de tenir. Du coup, quand on a vu tout ça,
comment est-ce qu'on peut se sortir du burn-out? Vraiment, est-ce que tu as des outils à nous partager? Est-ce que tu as des techniques? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour vraiment se sortir de là? Déjà prendre conscience et se sortir de cette situation-là. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà connaître ses besoins. Les personnes ne connaissent pas leurs besoins. Donc ça, c'est le premier des rendez-vous, une fois qu'on a débriefé, qu'on a fait le premier rendez-vous découverte. Le premier rendez-vous après, c'est connaître ses besoins. Ça, c'est hyper important. Ensuite, une fois que les besoins sont posés, les besoins, les valeurs, ben là, on peut poser quelles sont mes limites. Par exemple, si mon besoin le plus high level, c'est besoin de respect, voilà, j'en sais rien, ou besoin de bienveillance, ok, on va regarder, dans ton boulot, là, ben, tu as ton chef, il te hurle tous les jours dessus. Ben, ton besoin de bienveillance et de respect, il n'est pas comblé. Ok. Moi, je regarde les 5 plus gros besoins. Et on va balayer la vie de couple, la vie de famille, la vie amicale, la vie professionnelle. Et on va vraiment travailler là-dessus. Les besoins, les valeurs, les limites. Okay. Ensuite, on va regarder pour les limites, pourquoi on n'arrive pas à dire non aussi. Puisque parfois on n'arrive pas à dire non. Aussi clarifier. Parce qu'il y a des personnes, elles pensent poser des limites, mais elles le font très mal ou elles sont pas du tout entendues. Donc, clarifier ta façon de dire. Je vais utiliser la CNV, la communication non violente, c'est-à-dire en parlant toujours de soi, en partant de soi, en ne disant pas « tu es machin, tu as fait ça », mais en parlant de soi « je me sens malmenée quand tu dis ça » ou « je me sens agressée », etc. Ensuite, sur le corps, donc de la cohérence cardiaque, parce que ça permet d'abaisser le taux de stress. Ça va être de la méditation, ça va être du retour à la nature, ça va être aller faire des câlins aux arbres parce que c'est hyper thérapeutique et que ça fait beaucoup de bien. Ça va être du design humain pour justement connaître son énergie. Si on est générateur, projecteur, manifesteur, on n'a pas la même énergie. Donc du coup, comment on prend soin de son énergie si on est projecteur, générateur ou etc. Connaître ses symptômes aussi. Voir, j'ai mal au dos, machin, on va aller regarder, mal au dos, qu'est-ce que tu portes trop, je sais pas, moi, j'ai mal au cou, moi j'ai une maladie auto-immune, la thyroïde, donc la maladie auto-immune, la thyroïde, c'est la gorge c'est le chakra de la gorge, c'est la communication, et j'ai pas assez dit, moi, si je suis arrivée au burn-out, c'est parce que j'ai pas assez dit, parce qu'à un moment donné, on m'a suffisamment malmenée pour que je me taise, et donc c'est ça qui a fait que la thyroïde... Voilà, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Donc mes conseils, voilà, c'est tout ça, de se faire aider, pas rester seul, ne pas rester isolé, continuer à s'occuper de soi, faire un sport. Moi, c'était la danse. Heureusement que j'avais la danse. Malheureusement, moi, le Covid est arrivé juste après le confinement. Et c'est là où le harcèlement a été le plus terrible. Et donc, j'avais plus tout ce qui fait que je kiffe la vie. J'avais plus la danse... on ne voyait plus nos amis, etc. Donc on était hyper isolés. Donc c'est ça, ne pas rester isolé. Écouter les signaux. Moi j'aime bien l'approche spirituelle, faire mes intentions à la pleine lune, etc. Moi j'ai mes petits rituels où je prends soin de moi. C'est mon petit moment. Moi ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas une spiritualité meilleure qu'une autre. Non. Moi j'accompagne les personnes dans leur spiritualité. C'est-à-dire il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de... Voilà. C'est qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu veux développer, on va aller là. Donc j'utilise les oracles, parce que j'aime bien utiliser les oracles, je trouve qu'ils viennent juste enfoncer le clou de ce que j'ai dit. Tu sais, pendant 1 heure, on a fait une séance d'accompagnement, et puis à la fin, on tire une carte, et elle redit bizarrement la même chose que tout ce qu'on a raconté pendant 1 heure. Donc voilà, c'est une façon de faire une guidance. Je ne suis pas médium, très intuitive, et j'utilise les cartes comme support, pour moi, elles viennent révéler des messages de l'inconscient, les cartes. Moi, le tirage de cartes, ça se fait à 2, hein. On interprète à 2, c'est sûr, et l'inconscient, il parle, et ça nous aide à avancer. Ok, bon, je pense qu'on a une bonne trousse à outils. Oui. Voilà, déjà pour détecter quand ça va pas, les symptômes principaux, et puis surtout avoir quelques petits tips pour s'en sortir. C'est surtout ça le principal. Et moi j'avais une question, est-ce que tu as une espèce de petite routine, ou tu pourrais conseiller une petite routine, quelque chose de
peut-être quotidien ou pas forcément quotidien, mais voilà, quand on a une tendance à être un peu fragile de ce côté-là, où on s'investit beaucoup dans son boulot et on sent qu'on est un petit peu à fil tendu, on n'est pas encore dans le burn-out, mais bon, on pourrait tomber là-dedans assez rapidement. Est-ce que tu as une petite routine, un petit truc que tu pourrais conseiller aux gens, voilà, pour se détendre, pour se recentrer, pour prévenir en fait le burn-out, Alors, il y a plein. Alors déjà, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Pomodoro. Ah non, du tout. La méthode Pomodoro, c'est du découpage de journée. C'est-à-dire, je fais 45 minutes de travail, 5 minutes de pause, 45 minutes de travail, etc. C'est une application qui s'installe et ça va minuter ce qu'on fait. Et donc, ça va nous obliger à prendre des pauses. Donc ça peut permettre d'obliger à prendre des pauses. Et moi, je dirais d'aller prendre des pauses. Surtout si vous êtes salarié, vous avez droit à des pauses. Donc, au lieu de ne pas la prendre la pause, c'est d'aller marcher. Moi, je me rappelle, la photocopieuse, je ne l'avais pas dans mon bureau. Je gardais la photocopieuse qui était au bout du couloir. Donc déjà, s'obliger à marcher, s'obliger à se lever, faire quelques exercices. On est souvent devant des écrans. Donc, faire des exercices avec la tête, faire des exercices pour détendre le dos. Bon, je ne peux pas montrer là. Oui. De respiration, comme je disais, la cohérence cardiaque. 5 minutes de cohérence cardiaque, 3 fois par jour. C'est pas beaucoup. Mais je sais, on est tout à 1000 à l'heure. On se met des petites notes là dans notre agenda Google qui sonnent ou des petites tâches. Et on fait 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour, je vous assure, ça fait baisser le taux de cortisol de dingue. Ça, c'est un bon tip. Sur YouTube, vous allez, vous mettez cohérence cardiaque, il y en a plein de sortes. Donc, il y en a avec des tics. Donc, ça fait tic. J'inspire, tic. Ça, 5 minutes. Il y en a avec des bruits de vagues, etc. Vous prenez ce que vous préférez. Et je vous assure, 5 minutes, 3 fois par jour, ça change beaucoup de choses. Voyez, la respiration, c'est la clé. Ah ouais, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. On est dans les respirations de moineau. On respire qu'avec le haut du corps. Donc, c'est revenir à de la respiration ventrale. C'est revenir faire de la méditation. Venir à des cercles, comme je fais des cercles de transformation, où on fait de la méditation, où on fait du retour à soi. C'est prendre du temps pour soi. Parce que quand on glisse vers le burn-out, on s'occupe plus de soi. On est comme le hamster qui court dans la roue, il court, et il fait pas ce pas de côté où il se regarderait tourner. Donc déjà, même reprendre, moi je sais pas faire de la méditation pendant des heures. C'est pas mon truc du tout, je sais pas le faire. Mais moi je fais rigoler mes copines en disant ça. Moi je médite en pelant mes carottes. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Ça peut. C'est de revenir à faire des choses en conscience. Au lieu de faire, voilà, je pèle mes carottes, oulala, il y a les enfants après à mettre au lit, vite, je lance une machine. Je pèle mes carottes. Et je pèle mes carottes. Je vous assure, c'est des petites choses où je fais la poussière. Oui, revenir à ce qu'on fait à l'instant présent sans être voilà. Ouais. Pour moi, c'est juste ça, de se recentrer dans ces journées, d'avoir ce moment où on prépare le repas, où c'est galère, où ça nous fait suer. Et ben non, je pèle ma carotte, je pèle ma carotte. C'est tout. Mais au moins pendant 5 minutes, ben c'est ça. Pour moi, ben je médite en pelant mes carottes. Bah écoute, c'est une façon comme une autre de méditer. Hein. On n'a pas besoin de façon s'asseoir en tailleur au milieu du salon pour méditer dans tous les cas. On n'est pas comme les méditants là. On n'est pas accablés pareil. Non. On est des occidentaux. Ah puis c'est pas notre culture, donc c'est pas quelque chose qu'on sait faire. Moi, rester assise sans bouger, je sais pas faire. Pour le moment, peut-être qu'un jour je saurai. Donc, à ce propos, j'ai une Dream Machine. Et la Dream Machine, ça a été inventé par Kevin Finel, qui est hypnothérapeute. C'est une machine qui va envoyer des faisceaux lumineux de couleur blanche. Et la personne est les yeux fermés en face. Et 10 minutes de Dream Machine, ça équivaut à 1 heure de méditation. Donc moi, mes clients qui viennent me voir, à la fin des séances, je leur fais faire, à certains en fonction de ce qu'ils ont dans leur vie, je leur fais faire de la Dream Machine et je vous assure que ça fait baisser le taux de stress de dingue. Ça fait faire des rêves complètement différents après. Donc on voit des effets kaléidoscopiques, on voit des couleurs et ça amène dans un état de méditation et de sérénité hyper profond. Donc vraiment la Dream Machine, c'est top pour ça. Ouais. Ah bah ça c'est bien d'en avoir parlé. J'essaierai de mettre, là j'ai préparé une vidéo à expliquer ce que c'est la Dream Machine, mais
Kevin Finel, qui a créé la maison L'Arche. C'est une grande maison de formation en France et c'est vraiment top. Ouais. Ok, donc voilà, du coup on va passer au petit quiz intuitif. Alors, tu vas répondre le plus rapidement possible, sans réfléchir. Alors, salarié ou travailler pour soi? Travailler pour moi, sans hésiter. Faire du sport ou méditer? Les deux, parce que l'un nourrit le corps et l'autre l'esprit. Sortir entre amis ou lecture solitaire? Eh bien, en fait, les deux, parce qu'en design humain, je suis 6-2. Et le 6-2, c'est un ermite, mais il a besoin aussi de voir les autres. Moi, l'amitié, c'est hyper important, les restos, les repas entre amis. Mais être seul, c'est très important pour moi, parce que c'est là où je vais lire, c'est là où je vais écouter des podcasts, des vidéos, ça va m'inspirer, en fait. D'accord, bon, eh ben, écoute les deux. Ta saison préférée? L'automne, parce que c'est la douceur et la symbolique du lâcher-prise. Ok, et cercle de femmes ou accompagnement individuel? Les deux. Ah okay. Parce que pour moi, et j'essaye vraiment d'accompagner les femmes qui viennent en individuel à venir sur du groupe. Souvent, les femmes, elles ont peur de venir sur du groupe parce qu'elles ont des mauvaises expériences ou du harcèlement ou des choses comme ça. Le groupe, pour moi, il est hyper thérapeutique. Quand je te parlais du stage tout à l'heure, il y a des transformations énormes en stage. Parce que le groupe, il amène ça. Il amène une autre dimension. L'individuel, c'est très bien. Mais à un moment donné, c'est bien de venir dans le groupe. Donc je te dirais, pour l'effet thérapeutique, les deux. Ok, bon, bah écoute les deux. Alors maintenant, on va passer à tes actualités. J'aimerais bien que tu nous résumes ce qui va caractériser 2025, tes projets, tout ce que tu vas mettre en place, voilà, que tu puisses dire à tous nos auditeurs ce qu'ils peuvent faire, où ils peuvent s'inscrire, quand, comment, pourquoi, voilà. Alors, 2025, c'est une énorme année pour moi. C'est une année 9. 9, ouais. Année donc de fin de cycle et où on récolte ce qu'on a semé. Donc j'ai bossé, hein. donc les ateliers d'intuition et intention tout le mois de janvier et c'est tout. Les cercles de transformation tous les 2 mois, comme je disais, en présentiel et il va y en avoir en visio qui vont arriver. Donc il y aura un mois visio, un mois présentiel et donc des offres d'accompagnement. Donc il y aura une offre qui va s'appeler Puissance en toi, qui va durer 3 mois. Et cette offre va être pour permettre aux personnes de retrouver leur estime de soi, de s'affirmer dans leurs besoins et leurs valeurs, de se libérer de schémas toxiques, de libérer leurs croyances limitantes et de se reconnecter à leur potentiel personnel. Okay. Là, ça va être pour des personnes qui vont être sous emprise, qui ont connu du harcèlement, qui n'ont plus confiance en elles. Parce que c'est ça, suite à harcèlement, on n'a plus confiance en soi. Donc ça, c'est puissance en toi. Après, il y aura une offre plein potentiel. Là, ça va être sur l'équilibre vie pro-perso. Et là, il va y avoir beaucoup de gestion du temps, la méthode Pomodoro, par exemple, la matrice d'Eisenhower pour prioriser, et des techniques pour gérer le stress. Okay. Comme j'ai parlé tout à l'heure, la cohérence cardiaque, etc. Une troisième offre, Harmonie en nous, okay. Qui va être une offre pour les familles, donc couple, famille, parents, pour retrouver des relations sereines, créer une vie de couple et de famille épanouie. Donc, il va y avoir de la gestion de conflits, de la CNV, de la médiation, voilà, dans cette offre-là. Ça, chacune, elles feront 3 mois chacune. On pourra prendre une offre, 2 ou les 3. Mais les 3 réunies, elle sera possible sur une année. Okay. Parce que pour moi, il faut bien une année pour se transformer. Ça sera l'offre Renaissance. Et l'offre Renaissance, ça sera vraiment pour la transformation durable. Ça sera un accompagnement complet. Et là, ça sera une offre qui sera soit en groupe, donc avec un groupe Telegram de soutien, avec des visios communs. Tout ça, ça sera possible en visio, en présentiel. Ok, ouais. Et une offre complètement VIP, c'est-à-dire vraiment du one-to-one, de l'accès à moi toute la semaine, du lundi au vendredi, aux heures convenables. Et dedans, donc, il y aura du design humain, de la guidance par les cartes. Voilà. Donc tout ça, ça sort, j'espère très bientôt, d'ici fin janvier, début février. Okay. Vous allez avoir toutes ces offres qui arrivent, où je bosse depuis une année dessus. Ah oui. Donc c'est mon actualité 2025 énorme. Et puis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, des lives tous les mardis à 19h. Où je partage ce que j'ai compris de la vie, mon expérience. Et puis, il y a une boîte à questions le lundi avec les thèmes que vous voudriez que j'aborde. Donc,
si vous avez envie de certaines thématiques, je les aborde le mardi à 19h en live. Ok, bon, ça fait une année bien chargée du coup. C'est une année, je te dis année 9, c'est l'année On est à fond. à fond. Bon, je te souhaite en tout cas que tout ça fonctionne du feu de Dieu, comme on dit, même si Dieu n'y est pas pour grand-chose là-dedans. L'univers, peut-être bien, et beaucoup c'est le karma, aussi. Le karma. C'est ça, ouais. Non, mais écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Et pour conclure ce podcast, on va faire un petit tirage de cartes. Ouais. Donc, on va tirer les cartes. Alors, je sais pas si tu connais cet oracle-là. L'oracle du Scarabée d'or de Anne Guéquier. Alors moi, c'est mon chouchou, celui-là. Anne Guéquier, ouais. Okay. Oui, bon, tu connais Anne Guéquier. Voilà, et j'adore vraiment cet oracle. Donc, je l'ai pré-mélangé. Je te laisse tirer la carte qui te semble le plus appropriée. Et puis, tu pourras découvrir sa petite signification. Et généralement, elles sont très... c'est piquant, c'est pile au bon moment, bon endroit. C'est... voilà. Alors, vous la voyez pas, mais elle est avec beaucoup de rose. Vous savez, moi j'aime le rose. Je chante, donc c'est la louange. Je chante la louange d'être en vie dans ce monde à la place qui est la mienne. Ok, alors de toute façon, je mettrai une petite photo sur Instagram comme j'ai fait pour le premier podcast. On va faire un petit selfie et puis je mettrai avec la petite carte, je te prendrai en photo avec. Ouais. Voilà, alors qu'est-ce qu'elle nous dit la louange ? On va te lire 2-3 petits passages. La carte de la louange nous invite à exprimer plus vivement notre gratitude à la vie et envers nous-mêmes. Se montrer râleur, c'est bien, souvent adopter une posture de victime. Je râle donc je suis. En se plaignant, on attire l'attention. Aujourd'hui, cheminons en état de gratitude vis-à-vis de nous-mêmes et du vivant. Voilà, et après ça nous parle d'auto-louange. Voilà. Donc, connaissez-vous l'auto-louange ? Cette voie est proposée par la mathématicienne et anthropologue Marie Millis. Il s'agit de s'écrire à soi-même des mots qui viennent du cœur. Voilà, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, t'écrire des petits mots doux. Voilà, justement, c'est ça. J'ai un petit exercice à faire que il y a quelques jours avec ma coach, on a relevé des peurs qui remontaient, parce qu'on a tous des peurs. Oui. Et donc il y a une peur qui est remontée et je dois faire une petite lettre à la Karine d'il y a 4 ans. Voilà, et écoute, tu vois, on nous dit, Marie Millis nous invite ainsi à utiliser la poésie et l'emphase des mots pour venir nourrir toutes ces voix et ces parts de nous-mêmes qui dialoguent à l'intérieur. Voilà, donc écoute, tu sais. Voilà, encore une fois. Bon écoute Karine, je te remercie d'être venue dans ce 2e épisode du Café des Entrepreneuses. J'espère que l'entretien t'a plu, que le concept t'a plu aussi. Et j'espère que nos auditeurs et nos auditrices pourront te trouver sur les réseaux et puis venir te consulter surtout. Et que toutes tes nouvelles offres trouveront preneur, comme on dit. Voilà, je te souhaite le meilleur pour 2025 et puis à très bientôt. Merci, à bientôt à vous. Merci.